Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ce temps que vous disposez pour me suivre. J'ai voulu profiter de cette occasion, de cette opportunité, pour essayer un peu de revenir sur un sujet qui est très important et qui est très capital. C'est celui de la responsabilité de protéger qui incombe aux États. Aux États qui ont, comme on dit en anglais, les hot states. Donc, la responsabilité des États à protéger et à prévenir contre les crimes de tout genre. Et comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face actuellement à des problèmes, à des crimes vraiment indescriptibles qui se déroulent sur son territoire. Et il était vraiment important pour moi de pouvoir rappeler à la communauté et de pouvoir toujours profiter des opportunités comme celle-ci, de pouvoir insister beaucoup sur le rôle qu'ont les États à tous les niveaux de manière générale à répondre à ce devoir capital qui est la protection. Et comme vous le savez, la première responsabilité de protéger sa population incombe à l'État dit hot state, au premier rang, donc au premier chef, contre le crime de génocide, les crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, dit atrocités criminelles. En deuxième lieu, il incombe à la communauté internationale en tant que capita de la sécurité mondiale d'encourager et d'aider tous les États à s'acquitter de leurs responsabilités. Et enfin, en troisième lieu, la résolution de faire l'inventaire par les moyens que les chapitres 6, 7 et 8 de la Charte des Nations Unies d'assurer que les États contractants de manifester leur responsabilité d'appliquer et de mettre en œuvre ces résolutions. Donc notamment les résolutions qui découlent des chapitres 6, 7 et 8 de la Charte des Nations Unies. Et comme vous le savez, c'est en vertu du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés qu'incombe aux États de protéger leur population. L'article 1 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose qu'il incombe aux États de prévenir activement contre le crime de génocide, et cela en toutes circonstances. Mais maintenant, je veux venir aux facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque qui peuvent amener à ce que nous puissions détecter, nous puissions avoir un peu des idées de repérer quel genre de crimes qui sont en train d'être perpétrés sur son sol et sur son territoire. Comme vous le savez, le génocide étant l'intention des auteurs de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ne pouvant se commettre que dans un contexte de conflit armé ou d'occupation. Comme vous le savez, notre pays est dans un contexte de conflits armés et d'occupation, et notamment de sous-tutelle, parce que nous sommes sous tutelle de l'ONU actuellement. Tout ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons que dans le cadre de l'accord cadre. Tout ce qui n'est pas trait à l'accord cadre, ça ne tient pas debout. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc nous faisons face à des contextes comme le conflit armé qui se déroule dans notre territoire, et le contexte d'occupation et le contexte de sous-tutelle de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous avons l'Organisation des Nations Unies qui a ses bureaux dans notre pays, et nous avions sa mission, la MONUSCO, qui a ses services dans notre pays et qui a ses bureaux dans toute l'étendue du pays. Donc le premier facteur, si nous pouvons essayer un peu d'insister, le premier facteur
qui amène à ce que nous puissions avoir des conflits de ce genre, des conflits, des conflits armés, des conflits fonciers, des conflits de tout genre. C'est d'abord la discrimination. Il y a la discrimination, il y a la violation des droits fondamentaux des membres d'une population ou d'un groupe donné, dû souvent à raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse. Je peux donner un exemple de discrimination. Par exemple, la discrimination fondée sur les inégalités d'accès aux ressources et l'exclusion des processus de décision conduisant à un déni des droits économiques, sociaux, culturels et politiques. La discrimination peut être patente et latente. Quand est-ce qu'elle est patente? La discrimination est patente lorsqu'elle est notoire, elle est flagrante, elle est obscure, elle est secrète. Quand est-ce qu'elle est latente? Elle est latente lorsqu'elle est sans apparente, mais elle ne peut pas à tout moment se manifester. Elle est virtuelle donc. Donc, nous avons beaucoup de genres de discrimination. Par exemple, nous de la diaspora. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la discrimination politique. Il y a la négation pour nous de participer au vote, de participer aux élections générales. Depuis les 2 élections qui se sont déroulées, en 2006 et en 2011 récemment, il y a eu la négation. Il y a eu la négation des droits politiques fondamentaux tels que la participation et la représentation et la liberté d'expression et d'opinion et d'association. Il y a l'exclusion des groupes de population au sein des organes législatifs, du secteur de sécurité et du système judiciaire. Comme nous on est en train d'en pâtir, on est exclu, nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas participer aux élections générales de notre pays. Il y a la discrimination d'ordre social, c'est-à-dire des mesures telles que le déni de citoyenneté ou du droit de professer une religion ou une croyance, l'obligation de justifier son identité et la limitation des droits fondamentaux tels que le mariage ou l'éducation, ciblant les membres d'une communauté. Nous pouvons aussi épingler la discrimination économique, par exemple, c'est-à-dire l'inégalité d'accès aux opportunités économiques, aux terres et aux autres ressources, à l'emploi, à la nourriture, au logement et aux soins médicaux. C'est ce qui constitue même la pomme de discorde entre groupes ou communautés. C'est en fait la persistance de ce genre de conditions qui provoquent des divisions dans la société ainsi que les schémas d'exclusion délibérés. Donc, la discrimination s'accompagne souvent de violations et d'autres violations des droits humains telles que la détention arbitraire, telles que les disparitions forcées, telles que la torture, telles que le meurtre par préméditation ou les homicides volontaires. Maintenant, il y a aussi quelque chose que nous pouvons épingler, il y a la présence des groupes armés ou des milices. Il y a la prolifération des armes, notamment des armes à petit calibre. Il y a le financement des opérations des groupes armés et l'accès à des armes prohibées. Il y a les circonstances particulières ou atténuantes pouvant faciliter la perpétration d'atrocités criminelles. Il y a l'incapacité du gouvernement central à empêcher les crimes et par l'absence de structures ou d'institutions visant à protéger la population. En outre, nous avons les régimes politiques autocratiques ou ceux qui font négation du droit à la participation effective aux affaires publiques et restreignent la liberté d'action de la société civile. Il y a la faible protection des droits de l'homme offerte par la loi, notre constitution. On parle bien des droits de l'homme, mais il y a la faible protection. La population n'est pas protégée. Le logement, on n'en bénéficie pas. Les soins médicaux, n'en parlons même pas. Il y a les défaillances du système judiciaire et des institutions nationales chargées de protéger les droits de l'homme et du secteur de la sécurité. Donc, il y a aussi l'absence ou le manque
Comme pour dire carence de crédibilité des structures ou institutions nationales. Il y a le non-respect de l'état de droit, il y a l'impunité qui affaiblit la protection des droits de l'homme, il y a la commission d'actes d'atrocités criminelles qui pourraient être des éléments constitutifs de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité tels que définis notamment aux articles 6, 7 et 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Actes comme meurtre, disparition forcée, prise d'otages, la torture et autres traitements inhumains, le viol et autres formes de violence sexuelle. Comme vous voulez le voir, le viol au Congo est devenu une culture. On cultive ça à tous les niveaux. Il y a le recrutement d'enfants et autres recrutements forcés. Voilà, on recrute des enfants pour venir, soi-disant, libérer le pays. On doit recruter des enfants. Non, ça c'est pas de libération. Il y a les déplacements arbitraires et les déportations. Il y a l'utilisation d'armes et de munitions prohibées. Attaques contre les infrastructures civiles qui ne sont pas des cibles militaires. Ou attaques contre le personnel humanitaire. Des programmes visant à empêcher la procréation, par exemple, ainsi que le transfert forcé d'enfants peuvent constituer des éléments de génocide ou des crimes contre l'humanité. Ça, nous le voyons. Toutes nos mamans qui souffrent actuellement des viols, et après avoir perpétré ces viols-là, ces crimes-là, tous ces soldats, que ce soit qui sont issus de nos forces armées, après avoir fait cela, mais c'est inhumain. Vous faites cela et puis vous abîmez les appareils génitaux de nos femmes. C'est vraiment condamnable. La loi doit s'appliquer à ce niveau et tous les responsables, tous les commanditaires de ces actes odieux doivent répondre de leurs actes. Et la justice doit faire son travail. Voilà pourquoi nous plaidons pour une justice impartiale au Congo. Il y a la privation délibérée des ressources nécessaires d'un groupe à la survie physique du groupe alors qu'elles sont accessibles au reste de la population. Donc vous verrez qu'une province est privilégiée au détriment d'une autre province. Alors que la province produit beaucoup, produit beaucoup et au niveau du trésor public, mais en retour, la province ne bénéficie pas. Ne bénéficie de rien du tout pour assurer sa politique de survie. Il n'y a pas d'autonomie au Congo. Il n'y a pas d'autonomie. Il y a l'intention de détruire en tout ou en partie. Il y a les éléments déclencheurs, c'est-à-dire des changements non constitutionnels de gouvernement. Il y a des répercussions d'événements se déroulant dans un pays voisin. Ici, je veux pouvoir épingler, par exemple, tout ce qui se déroule en République centrafricaine. Cela peut encore se répercuter au niveau de l'Équateur, de la province de l'Équateur. Alors, qu'est-ce que nos autorités font pour empêcher cela? Rien du tout, parce qu'il n'y a pas de politique. Voilà pourquoi nous insistons sur la responsabilité qu'a l'État de protéger la population. Il y a la course au pouvoir politique lors des élections générales. Ça, nous l'avons vu lors des dernières élections de 2016, de 2011. Il y a eu des incidents qui se sont déroulés lors du retour du président Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Il y a eu des émeutes, il y a eu des meurtres qui se sont déroulés ce jour-là et on n'en a pas parlé. Il y a l'absence des règles d'engagement conformes au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. Tout ça doit interpeller la conscience du commun des mortels. Si nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités en tant qu'État, à
afin de pallier à l'insécurité, de pallier au désordre de tout genre. Nous risquons de devenir un pays là où il n'y a que le jungle, il n'y a que la forêt. On risque de nous retrouver comme si nous sommes en forêt. C'est la loi du plus fort, alors que nous devons appliquer la loi. Donc, nous devons insister là-dessus, que la responsabilité de protéger doit être considérée comme une responsabilité à la fois nationale et internationale. Ça, nous le savons que les génocides ont débuté par des discours haineux. Des discours haineux. Telle ethnie n'aime pas telle ethnie. Telle province s'élève contre une autre province. C'est par des discours haineux. Nous devons pallier à ça. Il y a des discriminations ou une marginalisation. Il ne doit pas y avoir des politiques de 2 poids et 2 mesures, non. Ou des politiques de discrimination. On privilège une province au détriment des autres provinces. Non. Nous devons avoir une politique commune pour toutes les provinces, pour le développement de toutes les provinces. Ce n'est pas seulement pour le développement d'une province quelconque. Et nous devons pallier à la marginalisation. Il ne faut pas marginaliser les gens. Il faut mettre les gens devant les faits accomplis. Parce que les gens doivent comprendre quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. On ne vit pas comme ça, comme dans la forêt. Donc la prise ou les prises très tôt des mesures de prévention peuvent agir contre les facteurs structurels et opérationnels portant atteinte à la capacité d'un État de prévenir les atrocités criminelles. Donc nous devons faire vraiment des gros efforts pour arriver au point de détecter au plus tôt les signes déclencheurs qui amènent à ce que nous puissions faire face à des conflits de tout genre, des conflits interethniques, des conflits armés, des conflits de tout genre. J'ose croire qu'à travers ce rappel que je viens de mettre, tous les chefs dans leur coin, tous les leaders des communautés, ici à Londres, et ceux de la diaspora, pouvons mettre en place que nous ne puissions pas vendre nos responsabilités comme ça, pour que nous ne puissions pas nous laisser à la merci de la balkanisation. Nous devons nous unir, et nous unir en mettant en place les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les leaders qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi je voulais insister un peu là-dessus. Je crois que mon message est passé. Ce n'est pas la première fois, mais je vais pouvoir chaque fois intervenir si l'occasion se présente pour essayer un peu de revenir et d'insister sur le rôle qu'a à jouer l'État, qui est donc le responsable numéro 1 de l'ordre public. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, mais ici, cela me rappelle encore une fois à l'opération que l'on vient de lancer au niveau de Kinshasa, l'opération Likofi, où on vient de faire étalage et dire qu'on doit poursuivre et éliminer tous les Kuluna. Une chose que je condamne la manière, et je condamne la façon dont cette opération est menée. L'on ne poursuit pas les Kuluna, on doit tous les appréhender. Ils doivent répondre de leurs actes. Pourquoi ils font cela? Et l'État doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je vous remercie beaucoup.